Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. On est très content de vous retrouver ce soir avec Jean-Marie Bordry. Ça va, Jean-Marie ? Bonsoir, Cécile. Alors, on voulait faire un petit message à notre Philippe David préféré. On embrasse bien sa famille et bien entendu ses amis. Il sera avec nous à partir de lundi. Et juste avant, soirée exceptionnelle ce soir sur Sud Radio, en direct pour cette demi-finale de Pro D2. Absolument une belle affiche. Justement, vous entendez l'ambiance d'ailleurs. Une affiche pour une deuxième demi-finale de Pro D2. Ce sera Vannes contre Béziers. Le retour du Grand Béziers, pourquoi pas au plus haut niveau, ou alors l'arrivée de la Bretagne dans cette terre qui était plutôt chère au sud-ouest. Ce sera une très belle affiche au lendemain d'un autre match qui était très beau hier. C'était Provence Rugby contre Grenoble. Victoire d'un tout petit point au bout du suspense de Grenoble. Grosse déception pour Provence Rugby qui avait fait une sacrée saison. Voilà, en tout cas, le coup d'envoi sur Sud Radio, c'est 21h avec Alexandre Priam, Quentin Cabanis et Julien Thomas. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. 0826 300 300. Allez, le sommaire de cette émission. À 17h30, le grand débat du jour. Les clandestins pourront désormais bénéficier de l'aide juridictionnelle. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a censuré une loi de 1991 qui les excluait du dispositif d'accompagnement juridique. Les sages y voyaient une différence de traitement illégal. Et on vous pose une question. Est-ce que c'est une décision politique du Conseil constitutionnel ? En gros, les sages, les juges, ont-ils fait de la politique ? Pour l'instant, vous répondez oui à 84% d'entre vous sur Twitter comme sur YouTube. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300. Et on en parlera avec Yann Manzi, qui est cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. C'est à 18h30. Donald Trump a été reconnu coupable hier soir par le jury new-yorkais. Coupable de 34 chefs d'accusation portés contre lui dans l'affaire Stormy Daniels. Sa peine sera donc connue en juillet, mais le vrai verdict aura lieu le 5 novembre. Et déjà, réaction de l'ancien président, référence à la date de l'élection présidentielle. Exactement, avec cette autre question qu'on vous pose. Est-ce que paradoxalement, cette condamnation, cette déclaration de culpabilité va renforcer les partisans de Donald Trump, en tout cas leur détermination ? Vous répondez oui à 92% d'entre vous. Beaucoup de Trumpistes d'ailleurs qui commentent, ce qui semble vouloir dire que ce sondage est plutôt prophétique. Et notre invitée sera Sophie Kilpa, qui est avocate internationale, spécialiste des affaires franco-américaines. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Jusqu'à 19h, c'est vendredi, tout va bien. Les vraies voix Sud Radio. Mon cher Philippe Bilger, comme il doit être content ce soir. Vendredi, je suis ravi, mais j'ai affaire à deux chroniqueuses de haute volée. Deux intelligentes et jolies femmes. Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Elle adore le vendredi, et Virginie, elle est contente de venir. Oui, c'est sa récréation. Ça lui prépare des week-ends sans doute très agréables. J'aime finir le vendredi avec vous, la semaine avec vous, voilà. Françoise Laborde est avec nous, journaliste, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonsoir Françoise. Mais bonsoir, quel plaisir d'être avec vous. Et elle aime bien commencer son week-end le vendredi avec nous. C'est que pour moi le week-end est permanent. Ah ouais, c'est la retraite. Ouais, Est-ce que c'est la fin de la semaine ou le début du week-end le vendredi soir ? C'est un jour comme les autres. Voilà. Elle est jamais comme les autres, Françoise Laborde. C'est ça que c'est pour pour ça qui est qu'on formidable, c'est quand on n'a plus besoin de mettre le réveil le matin. C'est un tournant dans la vie. Il y a des gens qui travaillent qui le mettent pas non plus. Il y en a qui l'oublient aussi ou qui ne l'écoutent pas. Oui, qui ne l'écoutent pas. Moi, je l'écoute bien, en tout cas. Je suis ravie de vous accueillir. On est ensemble avec Jean-Marie Bordry, bien entendu, 0826 300 300. Et ce numéro de téléphone que vous utilisez, comme l'a fait André de Nîmes. Bonsoir, André. Bonsoir. Comment ça va, André ? Ça va, merci. Bon, très bien. On parle de quoi avec vous dans un instant ? Et des attentes des surveillants pénitentiaires. Ah, très bon sujet. 0826 300 300, mais vous laissez aussi des messages et nous, on les écoute. Oui, bonjour à toute l'équipe, Monsieur Philippe David, Madame Cécile de Ménibus et toute l'équipe de Sud. Voilà un petit mot. Il y a longtemps que j'étais passé à la radio. Vous m'aviez passé un petit mot pour Monsieur Philippe Bilger. Et ce matin, il a encore mouché gentiment Monsieur Pro. Et j'ai jamais autant rigolé encore une fois, parce que Monsieur Pro, soi-disant qu'il allait laisser la parole. Donc, je me permets de passer par votre radio parce que sur l'autre, on ne peut pas y accéder. Donc, merci encore à toute votre équipe et bravo à Monsieur Billière que je kiffe énormément. Et j'adore votre radio, Ne changez rien, continuez comme ça. Merci à vous tous. Alors, Philippe Bilger, André, il vous dit, Eric de Seine-et-Marne, que vous auriez mouché ce matin quelqu'un sur le plateau. Pas ce matin.
Ah, pas ce matin, c'était pas ce matin. Cette semaine peut-être. Voilà. Donc, en tout cas, si je pouvais le faire, je le ferais volontiers. En tout cas, il vous aime beaucoup. On est ravis d'avoir nous, on l'aime beaucoup. Ces messages. À partir du moment où il commence si bien l'émission. Oui, c'est ça, exactement. Allez, André de Nîmes est avec nous. André, vous travaillez aux escortes judiciaires à Nîmes. D'accord, très bien. De Nîmes. Et vous vouliez évoquer les attentes des syndicats. Oui. Oui, et voilà, car les attentes sont grandes pour les surveillants pénitentiaires, car à partir du 4 juin, les organisations syndicales, elles vont être reçues à la DAP afin de commencer à discuter de la mise en œuvre des revendications et des demandes suite au tragique assassinat de nos 2 collègues le 14 mai dernier. Les demandes, elles se portent sur le sécuritaire, sur les pratiques professionnelles et sur la surpopulation carcérale. Oui. Alors j'espère que vous serez entendus. Nous l'espérons tous. Oui, qu'on sera entendus et que ces discussions amélioreront nos conditions de travail. Car je pense vraiment qu'ils ont tout intérêt à répondre positivement à ces attentes, car la colère des collègues est silencieuse. Mais elle n'hésitera pas à se manifester en cas d'échec. Alors vous parlez de la colère, mais il y a la peur aussi. Qu'est-ce qui vous manque concrètement dans ces escortes judiciaires pour que vous soyez sûr qu'il ne vous arrive pas ce qui est arrivé à vos 2 malheureux collègues ? Il nous manque des moyens. Concrètement, des moyens. Il faut des surtout. Enfin, moi, je parle pour les escortes judiciaires. Après, des armes, des véhicules. Oui, voilà, des véhicules banalisés. On demande la fin des escortes à 2 parce que des fois, et souvent même, nous retrouvons à 2 surveillants pour escorter un détenu. En ce moment, à la maison d'arrêt, au tribunal de Nîmes, le portail, par exemple, est complètement en panne. Donc, on doit décharger les détenus dehors. Bougez pas, André, parce qu'on va faire réagir. André, si par malheur les promesses qui vous ont été faites n'étaient pas tenues, ce serait plus qu'une déception de la part des syndicats. Il y aurait une révolte considérable. Ah oui, complètement. On n'hésitera pas à rebloquer, vraiment, à se remettre devant les portes et à rebloquer. Et on n'a pas peur. On n'a pas peur des sanctions, parce qu'on commencera par à nous opposer à des sanctions, à nous menacer. Oui. Mais on n'a pas peur. Là, vraiment, la colère est immense. Françoise Laborde. Oui, bonjour. J'entendais une directrice de prison ou d'établissement pénitentiaire, je sais pas comment il faut dire, qui disait qu'il y avait notamment un vrai problème de recrutement et qu'aujourd'hui, il y a très peu de jeunes qui sont candidats parce que le métier est difficile, parce qu'il est dangereux, parce qu'il est mal payé, mais elle soulignait en même temps que ça représentait une vraie vocation, c'est-à-dire que il y a le sentiment de servir une cause qui habite en effet les gardiens de prison. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas ? Pas du tout. On vient dans l'administration pénitentiaire, on vient pas par vocation. On peut y venir quand on est dans la police, dans les pompiers, mais l'administration pénitentiaire, c'est alimentaire, vraiment. C'est pas une vocation. C'est des blablas de politiciens. Et la moyenne d'âge de vos camarades, c'est quoi ? C'est plutôt passer 40 ans ? Oui, enfin là où je travaille, c'est 45 ans bien passé, oui. Oui, c'est la moyenne. À savoir qu'on va faire face à une énorme vague de départ à la retraite. Et si ça va poser problème. Ah oui, ça va poser d'énormes problèmes. On comprend, André, et merci de nous avoir éclairé encore une fois sur ce sujet hyper important. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix, donc vous restez avec nous, vous allez vous détendre, vous amuser un petit peu, parce que ils disent pas que des choses intelligentes, nos vraies voix. C'est pas vous remonter le moral aussi, vous allez voir, André. Parfois ils disent des bêtises, mais bon, on est là aussi pour parler sérieusement, parler vrai, et aussi pour prendre un petit peu de joie. André. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus.
C'est un très bon mix. Aujourd'hui, les vraies voix avec Jean-Marie Bordry, qu'on est ravi d'accueillir. Ça va, Jean-Marie ? Écoutez, ça va très bien. Je me laisse porter, vous savez quoi ? Bah oui, mais vous avez bien raison. Vous avez de la chance. Le volant. Vous êtes avec Philippe Bilger, vous êtes avec Françoise Laborde, vous êtes avec Virginie Calmels. Je peux dire que vous êtes bien tombé aujourd'hui. Et puis, on pourrait même ajouter votre modestie du tel en souffrir avec Cécile de celle dont on ne parle pas, puisque c'est elle qu'on entend. Voilà. Comme dirait au théâtre ce soir. Oui, je m'aime, je suis formidable. Félix Mathieu est rentré dans le studio. Les 3 mots dans l'actu. De quoi parle-t-on, Félix, dans un instant? On va parler des États-Unis qui donnent leur feu vert à l'utilisation d'armes occidentales pour viser le sol russe, avec de strictes conditions tout de même. Des industriels israéliens de l'armement qui ne sont finalement plus les bienvenus à un salon de la défense à Paris. Et puis d'un projet d'attentat déjoué au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Un projet d'attentat qui visait l'épreuve de foot des JO en 3 mots. Donc cible, salon et JO. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, vous requérez ce matin, ou plutôt ce soir, contre Raphaël Glucksmann. Oui, enfin, d'une certaine manière avec lui, parce que j'adore la vie intellectuelle et les débats aux vraies voix, parce que on peut dire du bien de gens qu'on n'aime pas forcément sur le plan politique. J'ai en horreur les guerres civiles partisane, et Raphaël Glucksmann, je ne peux pas me déprendre d'une sorte de sympathie à la fois intellectuelle et humaine pour lui, même si j'ai trouvé ridicule son abstention d'hier soir. Lorsqu'il évoque, après son meeting au Zénith, qu'il a l'intention d'ouvrir un nouvel espace politique à gauche, c'est intéressant. Tout dépendra du score qu'il fera. Est-ce qu'il rattrapera et dépassera Valérie Ayé, qui est estimable, mais que je trouve pathétique par ailleurs? Et est-ce que, de toute manière, je pense que le futur va être passionnant à gauche, peut-être plus paradoxalement qu'à droite, avec Glucksmann, avec Ruffin, avec Mélenchon, avec François Hollande, qu'il ne faut pas oublier, qui a envie de revenir et peut-être de se refaire battre à la régulière. Mais donc, ça va être intéressant le futur jusqu'en 2027. Mais Philippe Bilger, est-ce que ce choix pléthorique pourrait vous faire voter à gauche pour la première fois de votre vie? Non, mais il y a des gens que j'aime bien, mais je n'ai jamais détesté Hollande. Je suis surpris de voir à quel point, je parle en général, des médiocres traite la classe politique de haut. Allez, mesdames, 1 minute, 30 secondes chacune. Françoise Françoise Laborde, je vais y arriver. Mais c'est pas grave, j'ai compris. Non, je mets sur le compte de la fin de la semaine cette espèce de, je sais pas, de clémence, d'adhésion subite à. Je l'ai toujours eu, ma chère Françoise. Non, je sais, mais tout de même, de là à penser que il y a un espoir de la gauche à travers Glucksmann, le retour de François Hollande et autres, je vous trouve quand même très optimiste pour la gauche, parce que tous ces gens ont quand même tué la gauche. Il faut rappeler que quand François Hollande est arrivé au pouvoir, la gauche avait tous les leviers, les régions, les départements, les plus grandes mairies. Quand il a quitté le pouvoir, il a napalmisé la gauche. Virginie Calmels. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ce sera l'objet de ma chronique sur une France à droite qui pourrait finalement faire élire un homme de gauche en 2027. Mais on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, je suis étonnée que Philippe, vous ayez passé si rapidement sous silence l'absence de Raphaël Glucksmann au débat d'hier soir sur CNews. Et ma chère Virginie, il y a quelqu'un qui me surveille. Oui, sur le timing. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont, Félix, ce soir à cible, salon et JO. Les États-Unis donnent leur feu vert à l'utilisation d'armes occidentales pour viser des cibles militaires russes sous de strictes conditions. Volodymyr Zelensky salue un pas en avant. Les industriels israéliens de l'armement finalement jugés indésirables à un salon de défense à Paris. La France annule leur participation suite aux frappes meurtrières sur un camp de réfugiés à Rafah dimanche dernier. Et puis un projet d'attentat d'inspiration islamiste contre une épreuve de foot des JO. Elle vient d'être déjouée à Saint-Étienne, indique le ministère de l'Intérieur. Un Tchétchène a été interpellé. Il voulait agir au stade Geoffroy Guichard. Les vraies voix Sud Radio.
Les États-Unis, mais aussi désormais l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark, tous viennent de donner leur feu vert à l'utilisation de leurs armes par l'Ukraine pour viser des cibles militaires sur le territoire russe. Feu vert sous de strictes conditions. Il est circonscrit aux régions frontalières de Kharkiv pour viser les infrastructures militaires russes depuis lesquelles sont tirés des missiles vers le sol ukrainien. En tout cas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un pas en avant, même s'il reste prudent. I want to see in practice what will be, but I think anyway, this is some step forward. Je veux voir ce que ça va donner en pratique, mais je pense de toute façon qu'il s'agit d'un pas en avant vers ce but, rendre possible la défense de notre peuple qui vit dans les villages le long de la ligne de front. Réaction de Volodymyr Zelensky depuis ce sommet Ukraine-Europe à Stockholm en Suède. Effectivement, tout de suite le deuxième mot. Dans l'actu, mon cher Félix, les industriels israéliens de l'armement qui ne seraient plus les bienvenus à Paris. Ouais, leur participation est annulée à la demande des autorités gouvernementales françaises, indiquent aujourd'hui les organisateurs du salon Eurosatory 2024 et le ministère des Armées de renchérir, je cite le communiqué, « Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes dans un contexte où le président de la République appelle à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah ». Hier soir, d'ailleurs, justement, des manifestants protestaient devant ce salon contre cette participation d'industriels israéliens, à l'image, par exemple, de Laure ou de Yacine. C'est pour moi le summum du cynisme, si vous voulez, où est revendiqué dans ce salon le fait qu'on vend des produits qui tuent des civils et c'est totalement normalisé, en fait. Les exposants israéliens ne peuvent pas venir faire leur publicité sur le sol de la République française en maintenant le fait que leurs armes ont été testées sur une population civile. Ça n'est pas acceptable. Des propos recueillis par Quentin Gérard pour Sud Radio devant ce salon Eurosatory qui se tiendra donc sans les industriels israéliens. Virginie Calmel, c'est une réaction peut-être? Oui, je suis assez choquée, moi, par cette prise de position, parce que j'ai envie de poser la question de savoir est-ce qu'on a blacklisté les entreprises qui ont participé à la construction des tunnels, qui, d'une certaine façon, ont, à certains moments, pactisé, peut-être indirectement, mais malgré tout, en soutien au Hamas. Donc, le deux poids, deux mesures, avec cette volonté de mettre au cœur de quelque chose qui est économique. Il y a un salon, là, on ne fait pas de la géopolitique, enfin, indirectement, mais je veux dire qu'il y ait des... Et puis on est très content d'avoir un nombre colossal d'entreprises israéliennes très en pointe dans l'innovation, y compris dans l'armement. Donc je trouve ça plus que surprenant. Et une fois encore, on fait de la politique sur un sujet qui me semble plus industriel et stratégique que cela. Allez, le troisième mot, JO, un projet attentat d'inspiration islamiste vient d'être déjoué à Saint-Étienne. Oui, projet d'attentat qui visait les épreuves de football des JO 2024. Il a été déjoué par les services de renseignement qui ont interpellé un suspect tchétchène, indique le ministère de l'Intérieur. Interpellation en début de semaine dernière. Il s'agit du premier attentat déjoué contre les Jeux Olympiques de Paris, souligne le ministère. Les premiers éléments, en tout cas, démontrent que ce suspect préparait de façon active un attentat contre le stade Geoffroy-Guichard, précise le communiqué. Il aurait souhaité s'en prendre à des spectateurs, mais également aux forces de l'ordre, et son vœu le plus cher était finalement de mourir en martyr. Eh ben, le pire aura été évité. En tout cas, bravo aux enquêteurs. On passe tout de suite au rolling IFAP fiducial pour Sud Radio. Les élections européennes, pas d'énormes bouleversements ce soir, Félix. La liste RN de Jordan Bardella reste en tête à 33,5 dans les intentions de vote. Suit en deuxième la liste Renaissance de Valérie Ayé qui baisse à 15,5, suivi par la liste PS de Raphaël Glucksmann à 14% dans ce rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr. Le rolling est mis à jour quotidiennement à 17h. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour. Le Conseil constitutionnel étant la prise en charge des frais d'avocat pour les clandestins, Jean-Marie. Oui, c'est l'aide juridictionnelle qui sera possible aussi et accordée aux étrangers en situation irrégulière. On vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que c'est une décision politique des juges du Conseil constitutionnel? Continuez à voter. Pour l'instant, vous répondez oui à 84% d'entre vous. Et Yann Manzi est avec nous, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question rapide. Est-ce une décision idéologique selon vous? Non. Vous bougez pas. On en revient dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez débattre? Vous êtes les bienvenus. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Jean-Marie Bordry. Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Si vous avez des enfants, allez-y, c'est formidable. Françoise Laborde, journaliste, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En donnant des moyens supplémentaires aux immigrés clandestins, on risque encore de faire reculer l'effectivité de ces mesures d'éloignement, typiquement l'exécution des OQTF. Je dis que le Conseil constitutionnel s'assied sur l'esprit et la lettre de la Constitution. Le Conseil d'État estime que cette décision est conforme à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les aides, les étrangers réguliers hors Union européenne devront justifier de 5 ans de séjour. Le Conseil constitutionnel est carrément à gauche. Les policiers passent plus de temps à remplir des dossiers administratifs qu'à faire leur vrai métier. Et donc, dans cette décision rendue publique, le Conseil constitutionnel a estimé qu'au nom du principe d'égalité devant la justice, l'aide juridictionnelle devait également bénéficier aux étrangers en situation irrégulière en matière de prud'homme et de civil. Exactement. Alors parlons vrai. Est-ce que, comme le dit le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, sert un agenda politique avec cette décision? Parlons vrai. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour accorder l'aide juridictionnelle aux sans-papiers? Et parlons vrai sur Sud Radio. Cette décision, est-ce qu'elle peut renforcer la défiance des Français et des citoyens envers les institutions? C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Est-ce que l'aide juridictionnelle aux étrangers est une décision politique du gouvernement, du Conseil constitutionnel, pardonnez-moi? Pour l'instant, vous répondez oui à 84% d'entre vous. Et on avait envie d'entendre forcément l'associatif. Yann Manzi est avec nous, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot d'abord, tour de table de nos vraies voix pour que vous puissiez réagir, Yann Manzi. De mon point de vue, ça n'est pas la première fois que l'état de droit offense le bon sens. Mais une fois que j'ai dit cela, je pourrais, si j'avais droit à un peu d'ironie, dire que bientôt on considérera qu'il n'y aura plus de clandestins parce que ce serait une discrimination insupportable par rapport à ceux qui sont en manière légitime en France, et donc il faudrait les abolir, qu'il n'y ait plus que des gens qui ont le droit d'être chez nous. Mais au-delà de cela, je crois que le Conseil constitutionnel ne rend pas une décision idéologique, mais il pousse au paroxysme l'état de droit. Une fois qu'un sans-papier est chez nous, et qu'il met en œuvre des recours, le Conseil constitutionnel n'a pas le choix. Il est obligé de prévoir cette conception de l'état de droit avec l'aide juridictionnelle pour lui, qui ne serait pas réservée qu'aux gens en situation régulière. Et le drame, de mon point de vue, c'est que l'aide juridictionnelle dont il bénéficiera suspendra absolument toute action, j'allais dire au sens large, d'expulsion. Françoise Laborde ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a 2 points qu'il faut souligner dans cette décision. Le premier, c'est qu'en effet, cette mesure qui va s'appliquer à tous les étrangers en situation irrégulière suspend de fait toute action de reconduite à la frontière, etc., puisqu'il faut que les droits de la défense s'expriment et qu'ils ont les mêmes droits de la défense et l'accès à l'aide juridictionnelle dans les mêmes conditions. La deuxième chose, moi, qui me frappe beaucoup, et vous l'avez évoqué aussi, Philippe, c'est que au fond, on en arrive au gouvernement des juges. C'est-à-dire que quand vous regardez les décisions que prend aujourd'hui le Conseil constitutionnel, celles que prend régulièrement le Conseil d'État, vous vous rendez compte que ce sont en effet des hauts fonctionnaires qui occupent des postes prestigieux, mais qui ne représentent pas la nation et qui prennent des décisions éminemment politiques. Je rappelle quand même que c'est le Conseil d'État qui a permis le regroupement familial et donc la polygamie en France. Je rappelle que c'est le Conseil d'État qui a permis l'ouverture des magasins le dimanche, alors que la représentation nationale en parlait pendant des mois. Et là, maintenant, on arrive à voir le Conseil constitutionnel qui prend des décisions concernant, en effet, le sort des étrangers en situation irrégulière. Donc, je pense que c'est la démocratie qui perd un peu dans cette décision.
Virginie Calmes. Alors totalement d'accord, et avec Philippe et avec Françoise. J'ajouterai 2 remarques. La première, c'est que je ne crois pas que ce soit une décision politique, ou alors elle est plus qu'étrange, parce qu'on peut pas soupçonner que Laurent Fabius et Alain Juppé, qui est un membre éminent du Conseil constitutionnel, et d'autres, aient à ce point-là envie de faire un cadeau à Marine Le Pen. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Je veux dire, depuis que c'est sorti sur les ondes, je pense qu'il y en a 2 qui se frottent les mains, Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais sans rien faire. Ils n'ont plus besoin de rien faire pour récolter la colère des gens qui ne vont pas comprendre cette décision. Deuxième remarque, j'ai entendu Thibault de Montbrial qui l'explique très bien. Quand on se réfère à la Constitution et à l'égalité de traitement, on dit égalité de traitement devant la justice pour les citoyens. Mais alors nous, on a une acception des citoyens qui va jusqu'à ceux qui ne sont pas citoyens français, qui ne cotisent pas en France, du monde, qui sont citoyens du monde, mais ça n'a plus de sens. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'égalité, elle vaudrait dans tous les domaines, avec des gens qui ne sont même plus sur notre territoire. Donc on touche quand même à une sorte d'absurdie d'avoir cette acception aussi large d'un article, et c'est là où je rejoins ce que vient de dire Françoise Laborde, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a un tel pouvoir aujourd'hui que même s'il décide d'avoir une acception hyper large d'un article qui, au fond, de mon point de vue, s'éloigne du fondement même de notre Constitution, finalement, c'est eux qui vont l'emporter devant toute décision politique ou de la représentation nationale. Je pense qu'on est en absurdie quand même une fois encore sur cette nouvelle décision. Allez, on avait envie d'entendre la voix associative, bien entendu, sur le terrain. Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Pour vous, j'imagine que c'est une belle victoire, en revanche. C'est une belle victoire, c'est surtout le respect des droits fondamentaux, et je pense qu'il y a un moment, il faut revenir sur le droit international et ce qui régit la possibilité des peuples de vivre ensemble. Il existe un droit international, il existe un droit pour les personnes. C'est pas parce qu'on n'a pas de papier ou pas qu'on est sans papier qu'on n'aurait pas le droit d'avoir une sécurité sociale, qu'on n'aurait pas le droit d'avoir éventuellement un logement, qu'on n'aurait pas le droit d'avoir tous ces droits qui sont en train d'être enlevés d'année en année, de projet de loi. Ils ne sont pas enlevés, monsieur. Attendez, ils n'étaient pas accordés. Françoise, laissez-le finir. Laissez-moi finir. Allez-y. S'il vous plaît, madame. Vous allez échanger. Je vous ai laissé parler. Allez-y. Moi, ce que je voudrais simplement préciser ici, c'est que la montée de la droite et de l'extrême droite et de la droite dure fait faire n'importe quoi à nos politiques successifs et fait voter des lois totalement incroyables aujourd'hui en France. N'oublions pas quand même que c'est des êtres humains, et moi j'entends souvent sous les ondes au niveau national et même européen, c'est que l'Europe est envahie. 76 000 personnes clandestines rentrées en Europe, 450 millions d'Européens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et je voudrais simplement rappeler une chose. Quand on est soi-disant un clandestin, qu'on fuit le Soudan, l'Érythrée, l'Afghanistan ou des pays en crise ou en guerre, on n'a bien sûr pas le choix que de fuir. Donc aujourd'hui, les secrétaires internationaux qui nous régissent sont posés en fait. Donc maintenant qu'aujourd'hui en France, avec la montée des extrêmes, on fasse n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi concernant les droits humains et ce qui nous permet de vivre ensemble, et qu'on est en train de les détruire, c'est tout simplement incroyable. Et moi j'ai une chose à dire, importante, c'est qu'aujourd'hui j'entends partout sur les ondes de renforcer Frontex, de continuer à laisser les gens mourir dans la Manche. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on parle de démocratie? Qu'est-ce qu'on est en train de faire tout simplement dans notre pays? Et je voudrais finir par dire, arrêtons de faire croire aux Français que c'est la crise permanente en France, qu'on n'a pas d'argent, on est une des puissances financières les plus riches du monde. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne veut pas partager nos richesses, et il serait peut-être temps de les partager. Alors, juste une précision, Frontex, c'est l'agence européenne de contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Est-ce que... Alors, vu de sa voix, forcément, vu de l'humain, on a envie d'adhérer, Philippe Bilger. Pas vraiment, mais non, mais pardon, parce que c'est un sujet complexe. Et vous êtes avocat, maître, ou... Non, il n'est pas du tout avocat. Il est. Je pensais. Non, est-ce que. Il est délégué général de l'association Utopia 56. Je pensais qu'il était avocat en plus. Non, pas du tout. Mais ça n'est pas grave. Hein. Et ne voyez pas dans ma question la moindre ironie. Mais votre mouvement, votre association s'appelle Utopia.
Est-ce que vous-même, vous avez conscience, par le discours que vous venez d'avoir, de contredire une vision française à l'heure actuelle qui veut faciliter le vivre ensemble, sauvegarder une culture, ne pas tolérer des transgressions sur son sol et ne pas vouloir que des gens qui n'y ont pas été invités demeurent sur notre territoire? Là où je ne vous rejoins pas, je ne trouve pas que c'est une vision qui doit être, comment dirais-je, méprisée. Est-ce que vous n'avez pas un discours qui est complètement déconnecté de la réalité française? Yann Manzi. Alors, bien sûr, qu'on ne soit pas dans le discours ambiant général, nous ne soyons pas dans le discours et cette ambiance générale de la fin et la destruction des droits fondamentaux et des droits humains, ce qui a fondé la France et l'Europe, et qu'on regarde tout ça se détruire à grand renfort de communication totalement mensongère sur le fait que, bien sûr, quand on sert à tous nos publics et tous les citoyens à longueur de journée que la France et l'Europe est envahie par des hordes de migrants qui viennent nous prendre notre argent, notre femme et nos enfants et violer nos filles, on peut imaginer bien sûr qu'on fait peur. Tout ça est un fantasme. La réalité des faits, c'est que la migration, et vous pouvez le voir au travers de Madame Meloni en Espagne, c'est que bien sûr la migration en Italie, que Madame Meloni a été obligée de régulariser des dizaines de milliers de personnes au vu de cette Europe vieillissante, et que bien sûr la migration, on en a besoin, que cette migration, il faut l'organiser au niveau européen, et nous ce que nous prenons, c'est simplement que le fait de pouvoir vivre ensemble, et c'est aussi ce qui a créé nos richesses, de pouvoir migrer. Donc aujourd'hui, d'avoir péri une partie des richesses de ces pays pauvres, et aujourd'hui de se laver les mains en disant restez chez vous, continuez à mourir, eh ben non, en fait, c'est pas possible. La répartition des richesses, elle doit être réelle, elle doit être effective, et au final aujourd'hui à renfermer la France sur ces petits Français qui seraient entre eux à garder ces richesses et à ne pas vouloir les partager, eh ben vous savez quoi, on va rester entre nous, mais par contre on va disparaître. Françoise Laborde. Oui, moi ce qui me frappe, monsieur, dans votre discours, bon, que vous pensiez qu'en effet le mieux vient de l'étranger, je vous dirais pas le contraire. Mes grands-parents étaient précisément des étrangers et ma mère en premier. Mais elle s'était engagée dans la résistance et elle s'est battue contre l'occupation nazie. Donc, vous voyez, il peut y avoir des étrangers que je soutiens et qui viennent pour défendre une certaine idée de la patrie. Moi, ce que je remarque quand même aujourd'hui, pardon de le dire, je me suis beaucoup intéressée au sort des enfants maltraités en France. Personne n'en parle, monsieur. Vous parlez beaucoup des populations étrangères qui, machin, méritent qu'on s'occupe d'eux. Savez-vous qu'un enfant victime d'inceste, un enfant torturé, un enfant maltraité n'a droit à aucun avocat à son procès? Aucun avocat, monsieur. Et je serais bien heureuse que des associations comme Utopia, de temps en temps, se préoccupent aussi du sort de ces enfants qui sont dans l'indifférence générale, maltraités, battus à mort et qui sont parfois condamnés et qui, vous savez qu'en France, 2 enfants sont tués au sein de leur famille chaque semaine. Alors de temps en temps, c'est très bien. Non mais monsieur, permettez-moi de finir. Non mais permettez-moi de finir. Je voudrais de temps en temps que quand on parle de la situation, en effet, des injustices, etc., on commence d'abord par balayer notre cours. Alors je sais que c'est pas très politiquement correct sans doute pour vous de le dire, mais je pense que le sort des enfants maltraités en France devrait vous intéresser aussi autant que celui des étrangers. Réponse sans être coupée de Yann Manzi. Madame, je voudrais vous préciser que notre association travaille avec les personnes dans la rue et ne demande pas une carte d'identité pour pouvoir aider les publics. Je voudrais vous rappeler que toutes les personnes qui ont besoin de notre aide sur les trottoirs de nos villes, et bien sûr, comme vous êtes en train de le préciser, nous savons que 50 à 60% des enfants qui sortent de l'ASE finissent sur le trottoir de nos villes. L'aide sociale à l'enfance. Voilà, de l'aide sociale à l'enfance. Donc madame, vous n'avez pas de leçon à me faire sur la réalité de qui il faut aider. Nous aidons les Français et les étrangers qui sont sur les trottoirs. Ce que je voudrais rappeler tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sur les trottoirs de nos villes sont issus de l'immigration, avec un racisme ambiant, avec une fin de droit pour toutes ces populations, de ne même plus le droit demain d'avoir à une partie de l'AME, ce qui est totalement incroyable, de ne pas avoir le droit à un logement, de ne pas avoir le droit éventuellement de se défendre juridiquement sur des droits fondamentaux, et ce qui constitue aussi la possibilité justement d'être dans un pays soi-disant démocratique. On est dans un pays démocratique et on enlève des droits
à des centaines de milliers de personnes qui sont sur nos territoires et ça ne gêne personne. Donc madame, je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part et bien sûr les enfants français et les personnes SDF qui sont sur les trottoirs, notre association les défend autant que les populations exilées. Nous travaillons auprès des plus pauvres et des plus vulnérables. Ça se remarque pas. Totalement à l'abandon sur les trottoirs de nos villes. Et ben madame, je vous invite à venir avec nous sur nos maraudes et vous verrez que nous on ne demande pas une carte d'identité. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas tout le monde. Et pourquoi pas Françoise? C'est pas nous madame. Non, mais pourquoi pas vous envoyer Françoise Laborde avec vous? Ne vous inquiétez pas, j'y vais assez régulièrement, monsieur, dans les foyers. Je vous invite, madame. Moi aussi, je vous invite. Agressif. Non, mais attendez, c'est bon. Virginie, tout va bien. Tout va très bien. On est en train de se parler, pas de s'invectiver. Virginie Calmels. Oui, alors monsieur, votre association s'appelle Utopia et elle porte parfaitement bien son nom. Parce que nous soyons de droite, de gauche, nous sommes tous des êtres humains, nous avons un cœur et nous n'avons pas envie de voir des gens mourir ni dans les rues ni ailleurs. Donc effectivement c'est une belle utopie que de vouloir sauver tout le monde. Vous allez encore carrément au-delà puisque vous voulez fournir un logement, des aides sociales à des gens qui n'ont jamais cotisé, qui n'ont pas travaillé, qui ne sont pas de notre pays, qui ne sont pas des citoyens français. Donc vous allez très très loin dans l'utopie, mais moi ça me rappelle un peu le concours Miss France où plus personne ne veut de guerre dans le monde et éradiquer la pauvreté. On est tous dans cette volonté-là. Mais pardon, derrière cette mesure, il y a un sujet de dépenses publiques. Qui paye? Moi, je suis quand même frappée. Françoise Laborde parle des enfants, par exemple. Elle a totalement raison. Mais parlons aussi des personnes âgées dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'il y a des gens qui ont cotisé. Rappelez-vous le début des Gilets jaunes. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce sont des gens qui sont français, qui travaillent, qui cotisent et qui malheureusement n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et là, vous nous dites, pas de problème, il va encore falloir, alors qu'on a des dépenses publiques dans un état calamiteux et qu'on est le pays le plus redistributif au monde. Donc venez pas nous faire culpabiliser. On serait des méchants qui laisserions sur le bas à côté des gens qui sont des humains. On a tous envie à notre niveau de faire des choses pour les êtres humains, mais je déteste l'argument de la culpabilisation et on serait des sans-cœurs. Simplement, il faut se dire qu'à un moment donné, c'est une utopie que de croire qu'on va tous pouvoir faire le bien au-delà même de ce que les finances publiques sont capables de faire. Et on a en France des pauvres. On a en France aussi à nous intéresser à des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté avant de pouvoir accueillir toute la misère du monde. Moi, il me semble qu'on a déjà à traiter, et notamment des retraités qui mangent du ronron. Il y en a encore dans notre pays. 0826. Alors, que les choses soient claires, l'intérêt c'était de savoir si c'était politique ou pas politique. Le travail de leur travail, il faut pas non plus les enfoncer non plus. Yann Manzi, restez avec nous. André qui voulait revenir sur ce sujet. André, on vous écoute. Oui, pour moi, ce n'est pas politique, c'est idéologique. Monsieur Fabius est une personne de gauche. Voilà, donc il agit par idéologie. Moi, je vois les personnes qui arrivent au tribunal, qui sont emmenées par la police, de par mon métier, et je vois qu'ils sont vraiment bien traités par les juges. Donc, je ne pense pas qu'à rajouter un avocat. En fait, ça aidera au schmilblick, en fait. Ça va surtout engraisser les avocats, peut-être. Voilà, les cabinets d'avocats. Mais sinon, ça n'avancera rien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Yann Manzi. Vous êtes avec nous, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Merci, vous êtes prêté à ce débat. Vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu, 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez réagir jusqu'à 19h. On est ensemble avec nos vraies voix du jour. Et Jean-Marie Bordry, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Bonsoir à tous. Comment ça va, Jean-Marie? Mais ça va très bien. Écoutez, les 17h51 sur Sud Radio, début de week-end pour les uns. Vous avez demandé l'horloge parlante, pour les autres. Voilà. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Il l'a bien dit avec, j'allais dire Philippe Bilger, j'allais dire Philippe David, maintenant Philippe Bilger avec Françoise Laborde et avec Virginie Calmels. Allez tout de suite, et André de Nîmes qui est avec nous tout de suite, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. André, est-ce que vous êtes prêt à leur mettre une déculottée? Parce que c'est le principe, hein, sinon ça nous... Ah bah voilà, donc vous répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les vraies voix qui répondent à votre place. Allez, première question qui vaut 2 points. Qui c'est qui l'a dit sur la France Insoumise? La France Insoumise que moi j'appelle la France Intifada appelle au soulèvement, au conflit, sur tous les sujets et cherche à faire le buzz. Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Et donc, pas mal. 2 points, comme on dit. Mais écoutez, puisque vous êtes en forme, on va faire la deuxième question, mon cher André. Qui c'est qui l'a dit sur l'interview de Benjamin Netanyahou hier sur LCI? Je cite, la place d'un gouvernement qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité est sur le banc des accusés, pas à un journal télévisé. Qui c'est qui l'a dit ça, André? Rima Hassan? Non. Non, Les c'est amis pas nous, quelqu'un comme ça. Marie Toussaint? Non, pas du tout. Ou alors... Mélenchon? C'est Non. pas la... Quelqu'un comme ça n'est pas un nom, Aubry. Philippe Bilger. Aubry. Oui, Manon Aubry, oui. C'est Bravo, Philippe Bilger. Je cherchais son nom et Dieu sait qu'on la voit beaucoup. C'est 2 points pour Philippe Bilger. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit sur la Nouvelle-Calédonie? Je connais peu de colonies où ceux qui sont censés être colonisés dirigent le gouvernement local, le Congrès et 2 provinces sur 3. André. Nicolas Sarkozy. Oui, bravo. En pleine forme. Bah, dis donc, il est au taquet, André, oui, il pas est bon. mal. Il écoute Sud Radio toute la Et journée. là, il avait dit une chose juste. Ouais. En plus, on continue, André. Allez, on va essayer de faire presque le grand chelem. Qui c'est qui l'a dit sur la sensibilisation et l'interdiction du tabac en France? Je cite, je suis une fumeuse repentie et je fête cette année mes 20 ans sans tabac. Qui a dit ça? Une femme, donc. Ouais. C'était un indice. Bravo. Il en reste 33 millions à trouver, départagés. Catherine Vautrin? Alors, c'était pas à vous, mais Non, ce sera, c'est on bien vous accordera le point. Pardon. Oh non, mais Non. on avait passé les quelques secondes. On a dépassé, Catherine vous avez Vautrin, raison, allez, toutes c'est mes bon pour excuses. Virginie. La ministre de la Santé et des Pas Solidarités. mal, Catherine Vautrin. Écoutez bien, mon cher André, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur le passage de Netanyahou sur LCI hier. Ce n'est pas devant LCI, mais devant la CPI que Netanyahou devra rendre des comptes. Mathilde Panot. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Il fait partie de la NUPES. On peut, voilà. C'est pas Bompard. Non, pas du tout. C'est pas Ruffin non Olivier plus. Faure? Olivier Faure. Bravo Virginie Calmès. Premier secrétaire du PS. Il fait partie de la NUPES. Vous c'était avez un révisé, peu, Virginie. Il a fait Vous avez parler. révisé. On fait un petit point. Françoise Laborde, vous êtes où? Vous êtes là? Oui, je m'accroche. Vous êtes sur répondeur ou il y a un problème? Non, je suis avec vous. Vous captez pas peut-être? Non, Vous non, n'avez pas je de suis réseau avec vous, Madame Mirochka. Il n'y a aucun problème. C'est à vous, Jean-Marie. On va essayer de vous rattraper, Oui, Françoise allez-y. Laborde. Autre question. Qui c'est qui l'a dit sur l'égalité dans l'école? Je cite, les jeunes ne comprennent pas toujours ce qu'est la laïcité. Qui a dit ça? Tiens, André? Alors là, non, je ne vois pas. Les jeunes ne comprennent pas toujours ce qu'est la laïcité. Qui a pu dire ça? Qui peut dire ça? Et le compte, c'est que je l'ai lu. Une femme? Mais qui Un peut homme? dire ça? Laïcité, école. Vous Laïcité, l'avez pas école. lu, vous l'avez Le entendu ministre, sur Sud Radio. Gabriel Attal. Non, pas loin. Chiappa? Non, une l'actuel ministre. L'actuel ministre. Retailleau, L'actuel non. ministre de l'Éducation Non. nationale. Belloubet. Philippe Bilger. Merci François. C'était ce vous m'avez matin, préparé le invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio à 8h. Voilà. C'est le plus beau brushing de la 5e République. En la nommant, on l'a fait exister.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Ça va Jean-Marie? En fourrure, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un bikini en fourrure, voilà, pourquoi c'est pas? ça. Un bikini en vison, voilà. Pourquoi pas? J'aimerais bien ça. J'aimerais bien voir Philippe Bilger en slip de bain en fourrure. Commencez pas à aborder Plutôt en ces léopard. Si. Sinon, je suis intéressable. Françoise Laborde ou Virginie Calmels, on a Bien envie sûr. quand même. Ah bah, mais j'en ai un dans Mais mon moi, je vous placard. propose la prochaine émission pour attirer le soleil, de faire une émission en bikini. Bien sûr. Et Bien en noté. paréo. Et en paréo. Mais pourquoi pas? Oui, mais alors je Vous garantis n'êtes pas joueuse, Françoise Non, je ne suis Laborde. pas joueuse. Non, je ne garantis pas la qualité intellectuelle. En tout cas, 0826 300 300 si vous voulez bien sûr commenter cette actu avec nous aujourd'hui avec Jean-Marie Bordry. Vous êtes les bienvenus. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu, des agriculteurs, cher Félix, des agriculteurs français et espagnols qui entendent bloquer la frontière lundi. Oui, des blocages tout au long de la chaîne pyrénéenne, action soutenue en France par des agriculteurs de la coordination rurale, mais aussi par exemple par la figure du dernier mouvement de colère agricole, Jérôme Bail. Perturbations à prévoir notamment au Pertus, à la Jonquera, à Bourg-Madame, Bosso, au col du Pourtalais, du Somport ou encore à Biriatou. Nous sommes en ligne avec Gilles Cazot-Estrem de la coordination rurale des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes aussi l'ancien président de la CR64. Les actions n'ont pas suivi les annonces après le dernier mouvement de colère. Vous en attendez plus du gouvernement? Pourquoi ça repart lundi? Pourquoi ça repart? Parce qu'on n'a eu que des annonces un petit peu politiques. Il y a eu des enveloppes qui ont été jetées pour essayer d'acheter une sorte de paix sociale. Mais on avait lancé le blocage de Total il y a quelques mois, en février. On avait lancé des actions pour essayer de plafonner le GNR. C'est un exemple à 1 euro. Le gazole non routier. Voilà, le GNR. On ne demande pas d'avoir la gratuité du GNR. On demande un plafonnement. On fait des matières consommables pour nourrir les Français, les concitoyens, enfin la planète. Donc on demande à plafonner. Nous sommes la seule profession, vous entendez, nous sommes la seule profession où on subit les achats extérieurs et on nous impose notre prix. Notre prix on ne vend pas, on subit tout. On est écrasé, on est entre le marteau et l'enclume systématiquement. À un moment donné, on ne peut plus vivre. Les entreprises, les agriculteurs qui ont besoin, on a besoin de cette énergie, on ne veut pas la voler. C'est un exemple. Mais il y a le GNR, il y a le gaz pour chauffer les poussinières, les serres, il y a aussi l'électricité pour traire les vaches, pour faire du lait, pour tout, pour refroidir, pour les chambres froides. Donc c'est parti de là. Avec les Espagnols, on a travaillé ce dossier. Il y a un blocage général. Ça risque de s'amplifier très rapidement. Gilles Cazot-Estrem, depuis finalement le salon de l'agriculture, on a l'impression qu'il s'est rien passé en fait. Mais non, il ne s'est rien passé. Je vous ai dit, il y a eu des petites enveloppes, des actions pour les MHE. On verra, on va essayer de trouver les choses. Mais nous, les factures, elles arrivent à la fin du mois. Oui. Et les prix, est-ce qu'ils ont augmenté agricoles? Non, ils n'ont pas augmenté. On est toujours pareil. Gilles, est-ce que vous admettez que certaines promesses exigeaient du temps pour être concrétisées ou vous auriez tout voulu tout de suite? On aurait voulu qu'il y ait une table pour travailler ensemble, une ouverture de travail, mais pas une ouverture politique, une ouverture de travail on sort de réunion avec une date, avec quelque chose de concret. Mais ça, vous n'avez jamais eu de réunion avec le gouvernement ou avec jamais? Écoutez, notre syndicat a fait des réunions, toujours en 2e ou 3e par-ci, voilà, pour contenter un petit peu. Ce que la coordination rurale a toujours demandé, ça a été un peu édulcoré, un peu, voilà, ils ne voulaient pas trop se mettre en avant comme s'ils n'avaient pas les capacités ou ils étaient vraiment menottés par l'Europe. Oui, Françoise Laborde. Oui, j'ai deux questions du coup. Ça veut dire que vous vous sentez maltraité par rapport à la FNSEA qui aurait qui serait mieux traité dans les conversations avec le gouvernement, première question. Et deuxième question, votre mouvement là, pour l'instant, c'est les Pyrénées. Est-ce que la coordination rurale va l'étendre à toute la France? Alors, pour la première question, il est vrai que le traitement entre les deux syndicats, vous avez parlé de la FNSEA
et la coordination rurale, oui, il y a un décalage, même si le gouvernement dit qu'il écoute tout le monde, il y a un décalage, c'est sûr. Ils sont majoritaires, il n'y a pas à dire là-dessus, pour l'instant, on verra, mais il est sûr que nous sommes écoutés en deuxième place. D'accord. Et pourtant, les idées qu'il y a sont vraiment du bon sens agricole, pas du caprice d'électoralistes. On a autre chose à faire que de faire des blocages, des réunions et tout ça. On a autre chose à faire dans les fermes. Bon, tout ça. Pour le deuxième point, si ça va s'étendre, je pense sérieusement et sincèrement que ça va s'étendre. Les Italiens sont chauds, commencent à bouger parce que le problème, il n'est pas franco-français ou franco-espagnol, il est européen. Ça ne va plus. Merci beaucoup, Gilles Cazaux-Estrem, d'avoir été avec nous de la coordination rurale des Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup, Félix Mathieu, et bon courage surtout, messieurs. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix, c'est dans quelques instants. On fait une petite pause en attendant. On parle de quoi dans un instant? La fête des voisins. Oh, dites donc, la fête des voisins. J'adore. Vous m'invitez, Philippe? Françoise. Manifestation devant TF1. Et vous, Virginie Calmels? Un pays à droite qui pourrait faire élire quelqu'un de gauche en 2027. Écoutez, large sujet. Oui, on vaste programme en plus, à tout de suite sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Et on est de retour. Absolument. Sur Sud Radio, avec nos amis, avec nos voisins même d'ailleurs. Philippe Bilger, Virginie Calmels, Françoise Laborde, Cécile de Ménibus qui officie ce soir. Et tout de suite, on fête quelque chose, non? On fête la fête des voisins. On fête surtout le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Ah oui. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Ça va se passer près de chez vous, Philippe Bilger. Voilà, absolument. La fête des voisins, on l'avait faite il y a des années et ça avait été une réussite parce qu'on avait... Vous parlez de votre couple, on est d'accord. Voilà, quelque chose d'universel, bien sûr. Mais on avait eu la chance de rencontrer des gens que sinon, compte tenu de mon caractère, on n'aurait jamais vu dans la quotidienneté. Vous saluez pas vos voisins? C'est-à-dire que lui, non mais c'est ça, il prend l'ascenseur, les autres prennent l'escalier. Voilà. Et j'ai appris ce matin que la fête des voisins, je crois que c'est la 23e édition à peu près, et qu'elle a beaucoup de succès parce que beaucoup de gens la vivent avec la finalité pour laquelle elle avait été créée, c'est-à-dire relations sociales, tout ce qu'aiment Virginie et Françoise, c'est-à-dire proximité avec autrui, beuverie. Exactement. On fait beaucoup de bruit. Quand on espère que les gens partent, ils restent. Bref, un ensemble de choses très formidables. Qu'est-ce que vous êtes accueillant dans cette émission? Ça n'est pas un gadget. Ça peut être utile. Si ça facilite les relations sociales, c'est une fois par an. Mais d'autant que c'est le seul moment où on croise nos voisins et qu'on n'est pas pressé en fin de compte. Voilà. Mais il y en a qui mériteraient d'être vus et revus. D'autres, mon Dieu, c'est en général ceux qui s'incrustent. C'est bien à propos d'habitants de grandes villes, parce qu'en fait, ce sujet en province, à mon avis, se pose beaucoup moins. Bien sûr. Les gens se connaissent, ils se rendent des petits services, ils surveillent la maison du voisin quand il n'est pas là, etc. On a aussi des troubles du voisinage à la campagne. Aussi, mais en revanche, dans les grandes villes, il y a une solitude effrayante, y compris des cas dramatiques de gens qui sont retrouvés longtemps après leur décès parce que personne s'est préoccupé de leur devenir. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si c'était Athanas Périfan qui avait relancé ça, il me semble. Et je trouve que, moi dans mon immeuble, visiblement ça se fait pas, mais je comprends que ça puisse séduire certaines personnes. Rappelez-vous les gilets jaunes, là encore, les barbecues. Il y avait ce côté volonté de partage social d'une merguez ou d'un chips. Et là, dans la fête des voisins chez Philippe, je sais pas ce qu'on partage. J'en ai mangé de très bons récemment. Alors, je vais vous raconter quelque chose puisque jamais je ne m'exprime, assez rarement. Et pendant le confinement, je suis allée voir qui étaient mes voisins parce que c'était important. Et j'ai appris qu'au 7e étage, c'était l'anniversaire d'une de nos voisines qui était une personne âgée. Et donc, j'ai appelé tout le monde. Je lui ai dit, là, c'est son anniversaire. Donc, je vais faire un gâteau et je vais appuyer sur tous les trucs de tous les boutons de l'ascenseur à chaque étage. Si vous avez envie de mettre quelque chose, vous mettez quelque chose. Et quand c'est arrivé en haut, elle avait du champagne, des fleurs, des trucs, c'était génial. Du coup, maintenant, tout le monde se parle. Ils continuent de s'engueuler, mais ils se parlent. Mais ce qui est très intéressant, en effet, c'est ce que dit Virginie, c'est que la fête des voisins avant, dans les petits villages
village, moi qui suis gersoise. Donc c'est vraiment dans des tout petits villages, la fête des voisins, c'est tous les jours au bistrot. Bah oui, c'est sûr. C'est ça l'idée. Enfin là, c'est plutôt les voisins en étage. Hein, et elle a raison. C'est vrai que c'est un truc de. Mais c'est bien. Si on vous invitait dans votre immeuble, vous iriez, Virginie? Pourquoi pas? Soyez sincère. Pardon. On n'est pas très nombreux. Et certains de mes voisins, je les connais. En tout cas, ce qui est sympa, en tout cas dans mon immeuble, c'est que tout le monde se salue. C'est-à-dire que quand on se croise, on se salue. Oui, mais je le souligne parce que c'est plus le cas. C'est plus le cas dans beaucoup d'endroits. Où ils sont polis. Et nous, dans notre immeuble, on a un groupe WhatsApp. Ce qui est très utile. Ça veut dire qu'on se prévient si jamais il y a un bruit, quelque chose de bizarre, un objet perdu, une personne suspecte. Est-ce que vous l'avez mis en sourdine ou pas? Parce que les groupes WhatsApp, au début, on est content de les avoir et au bout de 2 ou 3 jours, quand les conversations se réveillent, on les met en sourdine. Non, parce que je dois dire que les sont très corrects. Oui, vraiment, il y a pas de contribution excessive, il y a pas de truc, il y a juste des petites indices. Oui, absolument. Est-ce que vous avez un voisin célèbre ou pas autour de lui? Non, pas que je sache. Alors moi, il paraît qu'il y a Omar Sy, mon fils m'a dit qu'il l'a croisé plusieurs fois dans mon immeuble, mais il habite à l'étranger. Mais visiblement, quand il est à Paris, soit c'est son appartement, soit ce serait celui de sa sœur. Enfin, en tout cas, il est dans l'immeuble. Bravo. C'est sympa. Quand on passe à la télé, on bénéficie de certains avantages. Mais vous avez pris des risques, vous avez violé votre obligation de réserve, vous avez donné une opinion sur un événement capital. Bah oui. Votre immeuble. Bah oui. Moi, je trouve ça. Alors, moi, je suis très conviviale, donc je trouve ça très sympa. Et quand quelqu'un organise quelque chose, je passe toujours au moins une tête 5 minutes parce que je trouve ça cool. Et j'ai vraiment pas envie d'être la méchante du 8e étage en disant elle vient jamais, elle est pas sympa. La fille de la télé, elle est pas sympa. Elle a une place en bas, voilà. Donc du coup, je me dis que c'est sympa. C'est que quand vous venez 5 minutes, on a l'impression de vous avoir vu toute la journée. Ils en peuvent plus d'ailleurs. Ils me disent c'est bon, rentrez chez vous maintenant. Pardon de dire ça, il faut assumer un certain degré d'impopularité. Non, je reviens à la chose politique. Mais vous avez raison, Françoise. L'art de déplaire, c'est fondamental. Mais c'est ce qui tue nos politiques. Ils veulent tous être populaires. Mais quelle bonne transition pour Virginie Calmels sur les élections présidentielles de 2027. Magnifique. Oui, alors j'ai envie d'être un peu à contre-courant. On nous explique que l'élection est quasi jouée, que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. On voit cette campagne des européennes qui se déroule sous nos yeux. Et moi, je me dis, bon, on a la droite la plus bête du monde, ça c'est sûr. On va quand même avoir un nombre de candidatures à droite assez pléthorique, parce qu'il y aura vraisemblablement Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Zemmour, il y aura un candidat LR, est-ce qu'il sera David Lisnard ou Laurent Wauquiez, il y aura sans doute un candidat, allez savoir, et Xavier Bertrand, il y aura peut-être un candidat Renaissance, forcément, plutôt issu des rangs de la droite. Bref, on sent bien que ça va être dur de se qualifier au second tour. En revanche, et Philippe en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la percée Glucksmann, alors je suis pas sûre que ce soit lui qui soit capable de cela, mais en tout cas un candidat de la gauche, d'une gauche intelligente, capable d'une coalition avant une élection, c'est-à-dire d'arriver à construire un projet de gouvernement qui donne un petit peu aux écolos, un petit peu, pourquoi pas même aux communistes, mais surtout à la social-démocratie. La gauche plurielle, quoi. Alors, loin de Mélenchon, bien évidemment. Eh bien, je me dis que ce pays est capable, in fine, d'avoir finalement un outsider. D'ailleurs, François Hollande y pense matin, midi et soir. Est-ce que c'est lui la bonne personne? Peut-être pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un candidat outsider d'une gauche intelligente, à mon sens, peut se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Et je rappelle que Marine Le Pen a quand même un projet économique de gauche. Donc, in fine, je crois que je peux gagner mon pari de me dire que la France peut basculer à gauche alors qu'elle est majoritairement, et à toutes les élections, majoritairement à droite. Vous ne croyez pas, Virginie, à une possibilité de second tour pour Mélenchon avec ce qu'il cultive cyniquement, un électorat musulman et qui peut lui garantir, comme il y aura un faible score, pour être qualifié au second tour. Alors c'est tout le sujet, c'est que si on laisse se morceler avec une multiplicité de candidatures, tout peut arriver. C'est-à-dire que si le ticket pour se positionner au second tour, c'est 15 ou 14 ou 13, ou voilà, parce qu'il y a une multitude de compétitions, tout peut arriver, y compris un Mélenchon face à Marine Le Pen. Je crois que
ce scénario-là, en tout cas, j'aspire vraiment pas à ce qu'il se produise, parce que là, ça serait quand même un scénario noir, comme aux États-Unis on a Biden-Trump. Bah, là, nous, si on avait Mélenchon-Le Pen, je pense que beaucoup de Français pleureraient. Donc j'espère. Alors ça pourrait venir de la droite. Hein. Moi, j'y aspire à ce que la droite soit enfin intelligente et arrête. On l'a vu dans les débats là, des déchirements entre candidats qui pensent à peu près la même chose. C'est quand même dommage. On l'a même vu sur un tweet hier venant du compte Twitter des Républicains qui a fait scandale. Oui, parce qu'une fois encore, on est très fort pour se diviser et assez peu pour finalement construire un vrai projet avec du contenu. Enfin, moi, je pense que on renaîtra par les idées et par la capacité à bâtir des coalitions, puisque aujourd'hui, aucun parti, ne serait-ce que demain, si il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, je doute que le RN soit majoritaire. Donc ça veut dire qu'il faut des coalitions, il faut des accords de gouvernement et il faut des gens qui pensent au pays plutôt qu'à leur destin personnel. J'allais dire oui, et des femmes et des hommes pour porter ces idées et pour avoir le courage politique. Parce que, mais qui moi, pardon de jouer l'ancêtre, mais c'est vrai qu'on constate quand même un appauvrissement de la classe politique absolument consternant. On a, que ça soit les débats à l'Assemblée nationale, on a plus de grandes personnalités politiques dont on se dit qui portaient vraiment et qui avaient un courage politique. Et c'est vrai que c'est quand même. On les incite pas à venir avec ce qui se passe autour d'eux, quand même. Sans doute, mais il y a quand même un appauvrissement de la classe politique qui est d'une grande tristesse, quoi que ce soit à droite comme à gauche. Un Glucksmann, s'il dépassait Hayet, pourrait soudain se voir des ailes pousser. Un Ruffin, peut-être, si il laissait Mélenchon très loin, serait peut-être en capacité de faire une coalition avec les écologistes. Enfin, il y a peut-être des figures qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il aura le courage d'y aller, de s'opposer à Mélenchon? Il nous faut des gens courageux, à droite comme à gauche. Mais ça, le courage, c'est la vertu qui a la plus disparu. Et justement, j'ai suffisamment de courage pour vous stopper vous couper la parole, ce qui n'est pas facile, parce que nous allons avoir notre gagnant au téléphone, parce que Michel est avec nous. Il a de la chance, lui. Bah oui, Michel de Dax, les Landes, comme on les adore. Comment ça va, Michel? Tout à fait. Ça va très bien, Cécile et Jean-Marie. Et bonsoir les vraies voix. Ben voilà, on est ravis. Michel. Tellement content de vous accueillir. Vous êtes entrepreneur agricole. Nous, on adore. C'est ça. Et vous étiez le numéro 7. Le numéro 7 à nous appeler au 0826 300 300. Oui, à Dax, à côté. Mais vous faites quoi? À côté de Dax. Le nom du village. Je veux le nom du village. Magesque. Magesque. Évidemment, Magesque. Je connais que ça. Entre Aire-sur-Adour et Magesque. Alors après, on tourne à gauche, on arrive, voilà. Voilà, c'est ça. Je vois très bien. À la Marguerite, vous tournez à gauche. Vous avez parlé, il y a une certaine émission à votre service, vous avez parlé de la pierre de Tinon. Exactement. Voilà, mais j'habite là. Mais génial, la pierre que les sorcières adorent. La pierre des sorcières. Voilà, c'est ça. Allez, écoutez bien ce que vous avez gagné, Michel. Vous avez gagné, grâce à Lexon et Sud Radio, une bubble lamp, une enceinte Mino, une radio Taiko, une batterie MacBank, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous éclairer, vous allez pouvoir écouter Sud Radio, vous allez pouvoir l'entendre parce qu'il y a une enceinte, et en plus, vous allez pouvoir la garder longtemps puisqu'il y a une batterie. Alors là, je veux dire, vous pouvez pas nous louper. On vous fait d'énormes bisous, Michel. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. On offre un autre cadeau ou pas? On offre un autre cadeau. On embrasse Michel. Faites attention à vous, passez un bon week-end. Et on repart pour un jeu parce qu'on est des ouf dingos. Oui, et on est d'humeur généreuse ce soir sur Sud Radio. Alors vous pouvez assister aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et bien offrir votre aide aussi à une personne en situation de handicap visuel. Sud Radio et le collectif Handicap Visuel vous offrent vos places pour assister au match de basket du 2 août à 11h au stade Pierre-Mauroy à Lille. C'est un sacré événement, les amis. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce sera un magnifique événement. 0826 300 300. Quel numéro on choisit? Allez, on choisit Françoise, un 5. 5e appel au standard, 0826 300 300. Allez, on vous offre 2 places et vous allez pouvoir bien sûr regarder les Jeux Olympiques, mais accompagné bien entendu d'une personne en situation de handicap. Donc on fait plaisir et en plus on fait une bonne action, et ça c'est cool. Allez, on fait un petit point dans un instant sur la suite avec vous. Françoise Laborde, on parle de quoi? On parle de la manifestation hier devant TF1 contre la présence de Netanyahou. Allez, bougez pas, on revient dans un instant, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Et avec nos vraies voix du jour, avec Chantal Goya, avec Étienne Dao et avec... qui sont pas Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, ce serait énorme. Un jour, tout à coup, c'était Philippe Bilgeret avec nous, Françoise Laborde et Virginie Calmels, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et Françoise, vous vouliez revenir sur cette manifestation qui a eu hier en bas de la tour TF1. Absolument. Alors, le contexte est le suivant. Sur LCI, excellente chaîne, Darius Rochemin, excellent journaliste, invite Netanyahou et l'interview en duplex depuis Jérusalem. Évidemment, il n'était pas à Paris. L'interview est enregistrée pour des raisons sans doute de sécurité, peu importe. Et là-dessus, la France Insoumise, à commencer par Madame Rima Hassan, explique que c'est insupportable, que Netanyahou ne peut pas avoir accès aux antennes de télévision, et dans plusieurs messages, tweets, X, etc., invite les journalistes de TF1, en gros, à saboter l'antenne, journalistes comme stagiaires, à débrancher les câbles pour tout arrêter, etc. Je rappelle quand même au passage que si des journalistes ou des stagiaires se livrent à ce genre de manœuvre, ça tombe sous le coup de la loi, parce que ça veut dire que voilà, c'est une faute professionnelle grave, donc ils sont virés instantanément. Mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est que cet appel a suscité l'adhésion de 2 à 3 000 personnes qui sont venues manifester aussitôt autour de la tour TF1. Alors, sans doute, c'était pas des gens très actifs, parce que c'était au travail, ils seraient pas venus manifester. Donc, ce sont plutôt des jeunes gens un peu inactifs, des jeunes filles un peu inactives. Mais au-delà, moi, ce qui me sidère, c'est cette idée aujourd'hui que je ne suis pas d'accord, donc tu n'as pas le droit de t'exprimer. J'allais dire, ça va même au-delà du cas LFI. On l'a vu dans plein d'autres circonstances. Alors tout le monde se réclame de la liberté d'expression, des droits universels, blabla. Mais c'est pas pour les autres. C'est juste pour moi. Ouais, donc l'autre, il n'y a pas le droit. C'est un appel à la censure. C'est un appel à la censure. Et que je sache, quand il y a eu les interviews de Vladimir Poutine, quand il y a eu les interviews de Saddam Hussein en son temps, ça avait été critiqué. Alors, non, mais ça n'a pas suscité il reste de manifestation. 40 secondes, vous voyez, 3 minutes, ça passe vite. Donc je trouve que c'est honteux, et c'est vraiment la maladie contemporaine, c'est-à-dire l'intolérance à l'autre, et l'autre c'est l'ennemi, et il faut le faire taire. 30 secondes. Particulièrement vrai chez l'extrême gauche quand même. Oui. C'est pas que quand même la situation actuelle, c'est que l'extrême gauche confisque le débat. Si nous avions un parquet courageux, c'est une provocation au délit et au crime. Enfin bref. Merci beaucoup pour ce sujet, Françoise Laborde. Allez, dans un instant, l'ancien... En parlant de délits et crimes, justement, on va parler de la politique américaine, le coup de projecteur. Dans un instant, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, reconnu coupable ce jeudi, 34 chefs d'accusation qui pesaient sur lui dans l'affaire Stormy Daniels. Exactement, et on vous pose une question, est-ce que, parlons vrai, paradoxalement, cette condamnation ne va pas renforcer la détermination de ses partisans? Il vient de le dire, en tout cas, Donald Trump, je le cite, « Je suis gonflé à bloc. Joe Biden et sa bande sont des malades et des fascistes. Je suis persécuté, et le vrai verdict aura lieu le 5 novembre par le peuple américain au terme de l'élection présidentielle. » Parlons vrai, est-ce qu'un homme condamné peut se présenter à une élection présidentielle américaine? Est-ce que ça va renforcer la détermination de ses électeurs? Vous êtes nombreux à voter, et à plus de 90% d'entre vous, pour l'instant sur Twitter, vous répondez oui. On en débat dans un instant sur Sud Radio. Sophie Silpa est avec nous, avocate internationale spécialiste des affaires franco-américaines. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile. Petite question avant de partir en pub. Coupable des 34 chefs d'accusation, est-ce que c'est un verdict politique? Alors on peut répondre à cette question de manière mitigée. Alors on peut dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement Donald Trump est en lice pour la présidentielle américaine. Et puis non, puisque effectivement la justice a été rendue par un juge et par 12 jurés qui ont été scrupuleusement choisis selon une procédure. Allez, on en parle dans un instant, vous bougez pas, 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h à l'heure américaine, on entend Philippe Bilger, déjà en avance sur son fuseau horaire. Voilà. Ouais. On est avec Cécile de Ménibus, qu'on attend également. Elle est géniale, je l'adore. Moi, je la regarde tout le temps, elle est super, je l'adore. C'est une petite nouvelle. Elle mériterait d'être
Kroenke. C'est une période d'essai, ne lui dites rien. Moi, je dirais qu'elle mériterait d'être directrice générale du Monde, c'est tout. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Avec beaucoup d'humilité, bien entendu. Ça va, Jean-Marie Bordry? Écoutez, ça va très bien avec cet orchestre formidable. Virginie Calmels, avec Françoise Laborde, avec Philippe Bilger et vous, au 0826 300 300, nous vous invitons aimablement au coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est une honte. C'était un procès truqué par un juge corrompu. Le vrai verdict sera rendu le 5 novembre par le peuple. Et ils savent ce qui s'est passé. Et tout le monde sait ce qui s'est passé ici. Jugée coupable d'avoir acheté le silence de l'actrice X Stormy Daniels. Stormy Daniels reconnaît un rapport sexuel consenti, mais elle ajoute rapport de force déséquilibré. Sauf que la jurisprudence nous dit qu'il y a assez peu de chances qu'il soit incarcéré, donc il repart en campagne. Oui. Il a quand même emporté des documents d'État. Précisément, Donald Trump a été élu la première fois contre Robert De Niro. Et donc Donald Trump a été reconnu coupable hier par le jury new-yorkais dans l'affaire Stormy Daniels, Jean-Marie. Alors parlons vrai, un candidat condamné, en tout cas déclaré coupable, est-ce que c'est un défi pour la démocratie américaine? Faut-il interdire à un candidat condamné de concourir à une élection? S'il n'est pas condamné, Donald Trump peut-il battre Joe Biden aux prochaines élections présidentielles? Est-ce que sa condamnation peut paradoxalement galvaniser ses électeurs? C'est la question qui nous anime ce soir, notamment sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui, ça va renforcer la détermination de ses partisans. On en parle avec notre invité. Et Sophie Silpa est avec nous, avocate internationale spécialiste des affaires franco-américaines, et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, à cette question, est-ce que vous pensez que ça va galvaniser finalement cette condamnation de ses électeurs? Alors, je pense que d'abord, ce jugement n'est pas anodin. Ça n'est pas indifférent de savoir que Donald Trump, après 2 jours de délibéré, a été condamné pour tous les chefs d'accusation, et je considère qu'il n'était pas du tout dérisoire. Deuxième élément, il a révélé un comportement et une attitude, notamment après l'audience, qui peuvent légitimement déplaire même à certains de ses soutiens lorsqu'il parle de tribunal de pacotille, qu'il traite de fascistes les soutiens de Biden. Donc là, il y a quelque chose. Ensuite, la peine sera prononcée au mois de juillet. Alors, il est très difficile de répondre à la question de Sud Radio qui goûte volontiers le paradoxe, mais il n'est pas impossible d'ailleurs que, quelle que soit la peine, imaginons une peine d'amende relativement dérisoire par rapport, de mon point de vue, à l'importance des chefs d'accusation, ou une peine d'emprisonnement. Est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui si ça va d'une certaine manière soulager son électorat de savoir qu'il n'a qu'une peine d'amende, ou bien s'il est condamné sévèrement, est-ce que l'électorat se dira là ça doit être grave tout de même, ça va pas être évident de voter pour quelqu'un qui a été condamné, même si la démocratie américaine depuis quelque temps est très mal en point. Virginie Calmels. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger, c'est-à-dire que je pense que les électeurs de Trump sont d'abord des aficionados de sa personnalité un peu outrancière, etc. Et que là, pour citer Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. On a l'impression que c'est quand même 34 chefs d'accusation, ça paraît énorme. Mais quand on regarde de plus près l'affaire, je pense que ça va faire un peu pchit, parce que ça ne paraît pas, on n'est pas en train de le juger pour haute trahison aux États-Unis ou pour un viol sur une mineure, où on est dans une relation consentie entre adultes. Alors en plus, c'est pas pour la pauvre, elle est en plus actrice porno, donc peut-être que dans l'imaginaire populaire, on va pas se dire que c'était si grave. Et puis la transaction, elle est consentie, c'est-à-dire qu'elle a accepté de l'argent pour se taire. Alors oui, il y a les comptes de campagne, il y a autre chose, mais il me semble que du point de vue de l'électeur, il aura peu de difficultés à minimiser la gravité,
Et de fait, moi je parierais plutôt sur soit zéro impact, soit galvaniser au contraire en ayant le sentiment qu'une fois encore, il y a un excès de volonté de le faire sombrer. Je trouve juste un peu triste que les Américains aient le choix entre une personnalité sénile, une personnalité plus que controversée ou un Kennedy qui malheureusement ne fait pas très honneur à sa lignée, ni dans les sondages, ni dans Kennedy, son mental. C'est le troisième candidat donné à 10% dans les sondages, candidat anti-vax. Françoise Laborde. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Virginie. Et je pense, en effet, d'ailleurs, je pense en France qu'il n'y aurait même pas eu de procès, ça n'aurait étonné personne. On aurait dit, ah bah tiens, il y a un candidat qui a une relation avec une adulte consentante. Bon, passons à autre chose. Non, je plaisante un peu. C'est la transaction qui est condamnée d'ailleurs. Oui, c'est le fait qu'il ait puisé dans les comptes de campagne pour indemniser, indemniser, pour obtenir le silence de cette jeune femme dont il pensait que si elle avouait qu'elle avait une relation certes consentie mais avec Donald Trump, c'était pas bon pour l'image de Donald Trump, marié, père de famille, républicain, blabla. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je pense pas une seconde qu'il puisse aller en prison, d'abord parce que quand on voit, d'après ce que j'ai pu lire, les sanctions pour des affaires équivalentes, il n'y a jamais eu de peine de prison. Il peut en effet avoir une amende, il peut avoir une assignation à résidence. La dernière objection à la peine de prison, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que comme c'est un ancien président et qu'il a des gardes du corps qui lui sont assignés, s'il va en prison, ces gardes du corps doivent y aller aussi. Donc je suis pas sûre que ça les fasse marrer. Non, mais ça complique un peu le jeu. Alors on vient de parler de la situation des prisons en France. Là, il faudrait créer un centre pénitentiaire pour le président et ses gardes du corps, ce qui complique un peu le jeu. Et je pense, là encore, ce qui est terrible, c'est qu'un grand pays comme les États-Unis n'ait comme offre, si je puis dire, pour ses électeurs que Trump et Biden. C'est quand même à pleurer de pauvreté dans les deux cas. Voilà. Effectivement. Alors on en retrouve notre invitée tout de suite, Sophie Silpa. Joe Biden vient de le déclarer. Bonsoir à vous, Sophie Silpa. Joe Biden vient de le déclarer, je cite, Donald Trump menace la démocratie en mettant en doute le système judiciaire. C'est quand même une ambiance irrespirable pour cette campagne. Oui, alors oui, effectivement, Donald Trump remet en cause la justice américaine. Effectivement, quand c'est un procès qui concerne quand même un potentiel futur président des États-Unis, le procès, quoi qu'il en soit, même si la justice fait ce qu'elle est, la justice a été rendue et que c'est en principe un procès qui est impartial, la tonalité politique a tout son sens. Effectivement, l'État américain est de toute manière démocrate, le juge Merchan est démocrate, mais il est vrai que les 12 jurés ont été choisis selon une procédure légale et stricte. En tout cas, la justice a été rendue. Ce qui est aussi ce qu'on a entendu, en tout cas dans son discours, c'est qu'il pointe du doigt le juge Merchan qui aurait été corrompu, acheté, et que finalement ce serait un complot à son encontre. C'est vrai que ces propos, en tout cas en France, auraient pu être considérés comme diffamatoire et peut-être qu'un autre procès aurait pu s'ouvrir, en tout cas ultérieurement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque 4 ans d'années de prison. Les risques d'incarcération, comme l'a rappelé une invitée. Françoise Laborde, oui. Françoise Laborde, pardonnez-moi, sont assez minimes, parce que compte tenu de son âge, son état de santé, les travaux d'intérêt généraux ou une amende ou alors une assignation à résidence, comme Françoise Laborde avait souligné, sont peut-être beaucoup plus ajustés. Oui, Philippe Bilger. Maître, est-ce que je suis tout de même frappé, je me souviens des mandats de Richard Nixon. Le premier a été formidable de mon point de vue, le deuxième a été écourté, on sait pourquoi, parce qu'en réalité le président a menti. Est-ce que ça veut dire que le mensonge est devenu moins une source de discrédit aux États-Unis de la part d'un président ou d'un ancien président? Alors là, le mensonge, lui, ce qu'il affirme effectivement, c'est que lui, il a versé une somme d'argent dans le cadre d'un accord confidentiel, que son avocat, effectivement, a révélé des choses dans le cadre d'une confidentialité. Donc, le mensonge, effectivement, c'est un sujet.
Mais en réalité, c'est la justice qui a décidé, qui jugera, puisqu'il y a effectivement la vérité du mise en cause et la vérité judiciaire. Merci beaucoup, Sophie Silpa, d'avoir été avec nous, avocate internationale, spécialiste des affaires franco-américaines. Vous restez avec nous dans un instant. Jean-Marie, il y a quelque chose d'important quand même, et nous sommes en direct avec Alex Priam. Alexandre. Bonjour les Le chef d'orchestre du rugby sur Sud Radio. Et ce vendredi soir n'est pas un vendredi soir comme tout le monde. Ah non, ça c'est clair, hein. C'est pas un vendredi soir comme les autres. Effectivement, c'est la deuxième demi-finale de Pro D2 et c'est du côté de Vannes face à Béziers. Ce soir, hier, on a assisté à la victoire surprise de Grenoble sur la pelouse de Aix-en-Provence. Ouais, très beau match et du coup, les Grenoblois sont qualifiés en finale pour aller rejoindre le top 14. Mais qui rejoindra justement les Grenoblois? Eh bien, réponse ce soir. Coup d'envoi 21h, Vannes-Béziers, entre le deuxième de la saison régulière et le troisième de la saison régulière. C'est un match très attendu. 12 000 personnes à Vannes et dans un instant on sera avec Antoine Mazer au bord du port au milieu des supporters. Voilà, c'est une soirée exceptionnelle qu'on vous promet sur Sud Radio jusqu'à 23h. Et on vous écoutera avec délectation dans un instant. Juste avant Sud Radio, à votre service, Philippe Bilger, merci beaucoup. Françoise Laborde, merci beaucoup. Virginie Calmès, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marie Bordry. On embrasse bien sûr Philippe David, qui sera de retour lundi. On vous souhaite un très bon week-end. Passez ce bon week-end, bonne soirée et à lundi. Salut.